Imaginez un assistant numérique, mais pas juste une voix dans un haut-parleur ou du texte sur un écran. Pensez plutôt à une personne numérique, avec un visage, des expressions, des gestes, qui vous suit de votre miroir de salle de bain jusqu'à votre auto, puis à votre ordinateur au bureau, et qui se souvient de chaque conversation. C'est un peu ça la promesse d'OpenHuman.ai. Aujourd'hui, on se penche sur les documents qui décrivent cette plateforme. Le concept de base, il a l'air simple, mais il est vraiment ambitieux. Créer un App Store pour les humains numériques. Notre but, c'est de décortiquer cette vision pour comprendre si c'est une vraie révolution qui s'en vient ou juste une autre utopie techno. Exactement. Et pour y arriver, on va regarder l'écosystème qu'il propose dans son ensemble. Parce que c'est pas juste une question de technologie, c'est aussi un modèle d'affaires. Il y a 3 rôles qui sont super bien définis, le créateur, la plateforme et l'utilisateur. On va explorer comment ces 3 morceaux-là s'emboîtent pour créer quelque chose qui est censé être bien plus qu'un simple gadget, selon les documents. Parfait. Alors, la première question qui me vient, c'est pourquoi maintenant? Tu sais, on parle d'humain numérique depuis des années. Qu'est-ce qui a changé pour qu'une plateforme comme ça soit soudainement possible? C'est vraiment le point de départ de toute l'analyse dans les sources. On est à un point de convergence de 3 révolutions technologiques qui ont comme mûri en parallèle. La première et la plus évidente, c'est le cerveau de ces êtres numériques. L'intelligence. Donc, les grands modèles de langage comme ChatGPT, Claude et tous les autres. Précisément, ils ont en gros résolu le problème de la conversation. Avant, les chatbots, c'était rigide, c'était répétitif. Aujourd'hui, une IA peut comprendre le contexte, elle peut raisonner et même faire preuve d'une certaine créativité. Les humains numériques, ils ne sont plus stupides. Ça, c'est la première pièce. La deuxième, c'est la voix. Des technologies comme celle d'Eleven Labs, mettons, peuvent générer des voix qui sont quasi impossibles à distinguer des voix humaines avec la bonne intonation, la bonne émotion. Ils ne sonnent plus robotiques. D'accord, fait que là, on a un cerveau qui peut penser et une voix qui peut parler naturellement. J'imagine que la troisième pièce, c'est l'apparence, le look. Oui, et le visage. Le rendu 3D en temps réel a fait des bonds de géants. Grâce au CGI, aux techniques de scan 3D, on peut maintenant créer des avatars photoréalistes qui fonctionnent sur du matériel que tout le monde a. Comme un téléphone, mettons. Exact. Mais les documents insistent vraiment sur un point. Même si ces 3 pièces, le cerveau, la voix, le visage existent, elles sont déconnectées. Et c'est là qu'on arrive au goulot d'étranglement. Au vrai chaînon manquant que OpenHuman prétend avoir résolu. Et c'est quoi? Le mouvement. Le langage corporel, les gestes, c'est vrai que quand on voit des avatars 3D aujourd'hui, ils sont souvent très statiques, un peu raides. Pourquoi c'est si difficile à animer? Parce que les gestes, c'est pas une simple traduction des mots, c'est beaucoup plus complexe. Le langage corporel, il est influencé par l'émotion, par le rythme de la parole, le contexte culturel, la personnalité. On peut pas juste programmer une animation pour chaque mot, tu sais. Non, c'est sûr. La capture de mouvement traditionnelle, le motion capture, c'est non seulement super cher, mais ça marche pas pour une IA qui génère des réponses en temps réel. On peut pas préenregistrer des gestes pour une conversation qui n'existe pas encore. Ce qui donne des humains numériques un peu sans âme, qui te regardent avec un regard fixe, sans bouger. Voilà. Et c'est précisément ce vide-là qu'OpenHuman veut combler. Leur innovation fondamentale, d'après les documents, c'est un système d'IA qui génère des gestes naturels et pertinents en temps réel. Il se base sur le texte, le ton de la voix et l'état émotionnel qui est défini. Il parle d'un modèle un peu comme Midjourney pour les images, mais entraîné sur des milliers d'heures de conversations filmées pour apprendre cette corrélation subtile entre les mots, les émotions et le langage corporel. Intéressant. Fait qu'ils ne font pas juste assembler des technologies qui existent déjà, ils s'attaquent vraiment au problème le plus dur. Alors, comment ça marche en pratique? Si je veux créer un humain numérique sur cette plateforme, je commence où? Qu'est-ce que je dois fournir concrètement? C'est là qu'on entre dans le premier pilier de l'écosystème, le créateur. Le rôle du créateur, c'est de donner une âme à son humain numérique. Il doit fournir 3 choses. D'abord, la personnalité. Ça, c'est généralement géré via une API, une sorte de porte d'entrée qui se connecte à un grand modèle de langage. Ensuite, l'apparence, donc le modèle 3D. Et enfin, le comportement, des règles qui dictent comment l'humain numérique va réagir émotionnellement. Ça a l'air quand même assez technique. C'est réservé aux gros studios de jeux vidéo. Justement, non. L'idée, c'est de démocratiser la création.
OpenHuman fournit une série d'outils gratuits pour abaisser la barrière à l'entrée. Il y a une bibliothèque d'éléments de base, des maillages 3D masculins, féminins, neutres et des squelettes compatibles avec AirKit. Ça inclut 52 blend shapes. Des blend shapes. C'est quoi ça? Son faciale vraiment fine, comme un petit sourire en coin ou un sourcil qui se lève. Ils fournissent aussi un Creator Studio sur le web où on peut tout assembler, tester en temps réel et publier. OK, je vois. Et le modèle d'affaires derrière ça, comment les créateurs sont payés? C'est un modèle très classique qui a fait ses preuves, un partage des revenus de 70 pour le créateur, 30 pour la plateforme. Les créateurs fixent leur propre prix. Ça peut être un achat unique, un abonnement mensuel ou même gratuit. Et ce modèle 70-30, là, c'est pas anodin. Dans un marché qui commence à peine, c'est un signal très fort envoyé aux créateurs pour leur dire « Venez chez nous, on vous valorise ». C'est une tactique agressive pour attirer les meilleurs talents avant que la compétition arrive. Donc, la plateforme donne beaucoup d'outils aux créateurs. Mais quel est le rôle d'OpenHuman dans tout ça? S'ils ne créent pas les humains numériques eux-mêmes, que font-ils exactement? Ça, c'est le deuxième pilier de la plateforme. OpenHuman se décrit comme le constructeur de l'autoroute et du centre commercial. Ils fournissent toute l'infrastructure. Ça inclut d'abord la place de marché, le marketplace, où les utilisateurs peuvent découvrir, essayer et acheter les humains numériques. Mais le cœur du réacteur, c'est leur moteur d'inférence en temps réel. C'est lui qui gère toute la complexité technique. La reconnaissance vocale, la génération de la voix, le rendu 3D et surtout cette fameuse synthèse de mouvements par IA. Et tout ça doit être rapide, j'imagine. Extrêmement. Ils parlent d'une latence de moins de 50 millisecondes. Ils fournissent aussi les SDK, en gros des boîtes à outils pour les programmeurs pour que tout fonctionne sur iOS, Android, le web, etc. D'accord, donc ils gèrent toute la plomberie complexe en arrière-plan. Exactement. Mais il y a un troisième élément dans cette infrastructure et les documents le présentent comme la fonctionnalité qui change absolument tout, leur vrai avantage concurrentiel. Ah oui? C'est quoi? Le système de synchronisation continue du contexte. Bon, synchronisation continue du contexte, ça sonne très marketing. Qu'est-ce que ça veut dire, pour vrai? En termes simples, ça veut dire que ton humain numérique a une mémoire parfaite et persistante et que cette mémoire est synchronisée en temps réel sur tous tes appareils. Concrètement, si tu commences une conversation sur le miroir intelligent de ta salle de bain, tu peux la continuer dans ton auto, puis sur ton ordinateur au bureau, sans jamais rien avoir à répéter. L'humain numérique se souvient de tout. L'historique de la conversation, tes préférences, ton humeur, les tâches que tu lui as données. Et cette synchro se fait en moins de 100 millisecondes. Mais attends, une synchronisation en moins de 100 millisecondes sur tous mes appareils, c'est incroyablement rapide. Est-ce que les documents expliquent comment ils gèrent ça techniquement? Parce que, mettons que mon téléphone perd la connexion dans le métro. Est-ce que mon assistant devient amnésique tout d'un coup? C'est une excellente question. Les documents décrivent une architecture de base de données distribuée à l'échelle mondiale, un peu comme ce que les géants du cloud utilisent. L'idée, c'est que le contexte est constamment répliqué dans des serveurs qui sont proches de l'utilisateur. Et pour le cas de la perte de connexion, le système est conçu pour fonctionner avec un cache local sur l'appareil. La conversation peut continuer avec la mémoire à court terme et tout se resynchronise de façon transparente dès que la connexion revient. Donc pas d'amnésie. L'amnésie est évitée, même si une information très récente pourrait être temporairement indisponible. C'est quand même assez abstrait. Hein? Est-ce que les sources donnent un exemple concret pour illustrer comment tout ça fonctionne dans la vie de tous les jours? Oui, et c'est probablement la partie la plus parlante des documents. Ils décrivent une journée typique avec un humain numérique qui s'appelle Aimé. Ça commence à 7 heures du matin. Tu es dans ta salle de bain et Aimé apparaît sur ton miroir intelligent. Elle te salue et, en se basant sur tes préférences, peut-être même les données de ta montre intelligente, elle te suggère un déjeuner. Je sais pas si je suis prêt à avoir une conversation profonde sur ma journée avant même d'avoir pris mon café. C'est un peu intense, non? C'est une réaction juste, mais l'idée, c'est que l'interaction peut être aussi simple qu'un bonjour. Quelques minutes plus tard, tu ouvres ton ordinateur portable et Aimé y est déjà pour te rappeler une réunion importante à 9 heures. Ensuite, à 8 heures, tu montes dans ton auto
Aimer apparaît sur l'écran du système Android automotive. Et là, c'est une nouvelle conversation, je dois lui redire qui je suis. Non, c'est là toute la magie. Elle continue la conversation du matin. Par exemple, si tu avais commencé une liste d'épicerie sur le miroir, elle peut te demander si tu veux ajouter du lait, tout en te donnant des alertes sur le trafic. Ah, OK. C'est la même aimée, avec la même mémoire. D'accord, je vois. C'est fluide. Et la journée continue comme ça. Exactement. Arrivé au bureau, elle affiche tes tâches de la journée sur ton PC. À midi, tu t'es à un arrêt de bus, tu sors ton téléphone. Et Aimée utilise ta localisation et tes goûts pour te suggérer un restaurant de feu juste à côté. Mais c'est le soir que ça devient vraiment intéressant. À 18 h, tu es au supermarché. Tu vois un kiosque public avec un code QR. Tu le scannes. Attends, elle apparaît sur un kiosque public au supermarché. Est-ce que les sources parlent de la sécurité ou de la confidentialité dans un cas comme ça? N'importe qui peut voir ma liste d'épicerie. C'est un point crucial qu'ils abordent. Quand Amy apparaît sur un appareil public, elle passe en mode de confidentialité élevée. L'interaction est sécurisée et temporaire. Personne d'autre ne peut y accéder et dès que tu pars, la session est complètement effacée de l'appareil public. Sur l'écran, elle affiche ta liste et te permet de cocher les articles. Puis, le soir, de retour à la maison, elle est sur ta télé intelligente pour te suggérer des films en se basant sur ce que tu as aimé dans le passé. C'est assez fou. En une seule journée, c'est la même aimée sur plus de 7 appareils différents, avec une transition qui se fait en moins de 2 secondes et un contexte qui est toujours préservé. Et ce qui est subtil mais important, c'est qu'elle s'adapte à l'environnement. Son ton et son niveau d'information sont pas les mêmes sur le miroir privé de la salle de bain que sur le kiosque public du supermarché. C'est cette combinaison de persistance de la mémoire et d'adaptation au contexte qui rend le concept si puissant. C'est clair que la technologie est impressionnante. Mais au-delà de l'aspect technique, c'est quoi la vision à long terme? Où est-ce qu'ils veulent en venir avec tout ça? Les documents sont très clairs là-dessus. C'est pas juste un produit, c'est une tentative de créer une nouvelle plateforme informatique. Il y a une phrase qui résume toute leur ambition. OK. Dans 10 ans, les gens n'interagiront plus avec des apps, ils interagiront avec des êtres. C'est une affirmation assez audacieuse. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'ils ne se voient pas comme une simple application de chatbot ou un créateur d'avatar. Leur but, c'est de devenir le système d'exploitation pour les humains numériques. Une place de marché, non pas pour des applications qui vivent en silo, mais pour des êtres IA, avec qui on peut construire une relation à long terme. Ils font le parallèle avec la transition du PC à l'art mobile. Avant, on avait des logiciels, puis on a eu des apps. Il parie que la prochaine étape, ce sont les êtres. Et l'objectif final serait de créer une économie autour de ça, un peu comme l'économie des applications aujourd'hui. C'est exactement ça. L'objectif ultime, c'est de transformer les humains numériques en une vraie économie ouverte où des millions de créateurs indépendants, des artistes, des écrivains, des entreprises peuvent innover et proposer des expériences uniques. Un coach de fitness numérique, un tuteur pour les devoirs, un compagnon pour une personne âgée. Les possibilités sont vastes. La plateforme fournit les outils, mais la créativité vient de la communauté. Donc, si je résume ce qu'on a vu, OpenHuman propose un écosystème complet pour créer, vendre et utiliser des humains numériques. Il s'attaque au dernier grand défi technique qui est la génération de gestes naturels et il se démarque avec une fonctionnalité vraiment unique, cette synchronisation parfaite du contexte entre tous nos appareils. C'est une excellente synthèse. Ils ont identifié un problème technique précis, le mouvement, et l'ont enveloppé dans un modèle d'affaires et une vision beaucoup plus large. Mais en y réfléchissant, les sources se concentrent énormément sur le comment technique et le pourquoi commercial. C'est déjà fascinant en soi, mais ça ouvre la porte à des questions beaucoup plus profondes pour la suite. Comme quoi, par exemple? Eh bien, si un assistant numérique nous suit partout, se souvient de tout et nous parle à travers un visage et une voix, où se situe la frontière entre un outil incroyablement utile et une présence qui pourrait devenir trop intrusive? On parle d'un être qui connaît nos habitudes, nos goûts, peut-être même nos secrets mieux que n'importe qui. C'est vrai. La question de la confiance devient absolument centrale.
Et au-delà de la simple intrusion, comment notre relation avec la technologie change quand elle n'est plus une grille d'icônes et de menus, mais une entité avec une mémoire persistante qui apprend et évolue avec nous? Est-ce qu'on développe une forme d'attachement? Est-ce que ça change la façon dont on interagit avec les vrais humains? C'est peut-être là que se trouve le vrai prochain chapitre de cette histoire, un chapitre qui dépasse la simple ingénierie pour toucher à la psychologie et à la sociologie de notre futur connecté.